Je voudrais dire peut-être deux mots pour introduire le débat. L'une chose est que personnellement j'observe à cause de mon travail, mais je peux me tromper, que ces temps-ci on observe une augmentation, un accroissement de références aux travaux scientifiques dans la musique, donc aussi bien chez les jeunes compositeurs que chez les compositeurs de toutes les générations, mais chez les jeunes surtout. Et j'aurais pu donner d'autres exemples, mais cette rencontre n'a pas permis effectivement de réunir toute la panoplie. Et donc il y a ce constat-là. D'autre part, encore une fois, de mon humble point de vue de musicologue, j'ai toujours une sorte de frustration, je suis désolée de le dire, parce que quand je vois qu'il y a une théorie ou un ouvrage, comme tout à l'heure le livre de Henri Atlan, qui m'a intrigué depuis longtemps en fait, par rapport à la musique de Sariao, quand je vois qu'il y a un ouvrage ou une théorie scientifique ou toute une théorie importante citée par un compositeur, ça m'intéresse vraiment de voir s'il s'agit d'une métaphore ou s'il s'agit d'un approfondissement et de connaissances réelles, application réelle de la part du compositeur. Et je peux citer comme exemple le livre de Pascal Dussepin, qu'il a publié en 2009 à la suite de sa conférence au Collège de France, Une musique en train de se faire. Et là, c'est un livre assez formidable, mais c'est un ouvrage littéraire. Donc moi, je le considère comme un ouvrage poétique. Il parle de toutes les théories des années 70, je l'ai évoqué tout à l'heure, la théorie des fractales, la théorie du Pukao. Il cite très longuement et à plusieurs reprises René Thom, même des années 80, ou plus tard des années 90. Mais en fait, son travail ou son livre, plutôt, ou sa conférence, était encore une fois une œuvre d'art. Donc il est très difficile de créer le lien entre son travail d'analyste de l'ouvrage scientifique et la composition. Et c'est ça qui, en tant que musicologue, j'étais critique musicale pendant longtemps pour les œuvres contemporaines, donc en tant que auditeur de musique contemporaine, c'est ça qui m'intéresserait. Mais bon, ça c'est la question. Et pour introduire peut-être la discussion, je voudrais demander à François Bel de parler de sa démarche ou de sa pensée, parce que vous avez accepté gentiment de participer au débat, mais vous n'êtes pas intervenu, donc ça serait bien si vous pouviez dire quelques mots par rapport à votre réflexion à ce sujet. Volontiers, le plus rapidement possible et brièvement. D'abord, en divisant les deux aspects de mon temps et de ma personnalité, puisque j'ai cette particularité d'avoir dirigé pendant 40 ans un groupe de recherche musicale. Et ceci n'est pas banal. Déjà, le mot recherche musicale n'est pas banal. Il faut d'ailleurs en profiter pour le référer à son auteur, Pierre Schaeffer. Il n'était pas banal que la musique, tout d'un coup, ait envie de faire de la recherche, s'intéresse à la recherche. Qu'est-ce que c'est que la recherche musicale ? Et donc, il faut en dire un mot, parce que je pense que c'est le prélude à tout ça. Ben, c'est cette idée saugrenue qu'a eu un homme de radio, de se dire que la composition, les compositeurs sont comme n'importe quel organisme vivant. Ils font de la musique tout naturellement, comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Et peut-être que ce serait intéressant de temps en temps de savoir comment ça marche, et finalement de demander au compositeur de se taire en tant que compositeur, de freiner sa capacité de créer, pour tout d'un coup, bizarrement,
par cet époqué, par cette mise entre parenthèses, essayer d'exercer son talent de compositeur et de le reverser vers l'observateur, vers l'observation. Et ce que Schaeffer a appelé la recherche musicale, c'est finalement non pas organiser des sons, mais regarder comment un compositeur perçoit les sons organisés. Comment perçoit-il les sons? C'est-à-dire pas simplement s'intéresser aux sons, mais s'intéresser à la perception du son, parce que c'est quand même deux étages complètement différents. Et c'est évidemment, pour moi, pendant 40 ans, ça a été passionnant de faire fusionner dans la même équipe des gens qui avaient des compétences et des discours très très différents, des compositeurs donc, très solipsistes comme toujours, très nombrilistes et très imaginatifs, mais en même temps très individualistes, des scientifiques, mais des scientifiques plus, évidemment, pas des scientifiques dont les oreilles étaient bouchées, des scientifiques auditifs, intéressés à la problématique, finalement, des êtres sonores. Et puis aussi des gens de communication, des gens puisque nous étions dans un univers de la radio. Et bon, je pense que c'est très important que c'est pas si étonnant que ça, mais c'était quand même très original que dans les années 50 naisse l'idée, le concept très formidable de recherche musicale. C'était si formidable que maintenant c'est devenu quelque chose qui va de soi. Et c'était quand même très important que ça sorte de quelque part. Bizarrement, l'IRCAM a pensé que c'était lui qui avait inventé la recherche musicale. Mais ce n'est pas tout à fait exact. Mais il est vrai que l'IRCAM a été aussi, et maintenant, l'institution missionnée qui a cette mission-là et qui prend le relais avec une très grande force, quels que soient les antagonismes d'écoles esthétiques qui maintenant sont d'ailleurs complètement dépassées. La deuxième chose que je voudrais dire, et puis qui m'a inspiré plus moi comme compositeur, c'est quelque chose qui commence par une métaphore. C'est l'idée du son vitesse-lumière. C'est l'idée que le son, qui a toujours été un événement, une onde de pression et un événement éphémère, en corrélation d'ailleurs avec la mémoire auditive, qui est également quelque chose d'éphémère, c'est-à-dire ce sont deux éphémères qui se suscitent mutuellement. Le son, lorsqu'on le transforme en modulation électrique, lorsqu'on peut le mouler, lorsqu'on peut le moduler au sens de Simondon, c'est-à-dire lorsqu'on peut en fabriquer une empreinte évolutive dans le temps, devient tout d'un coup subjective. Et voilà que le son, qui était quelque chose dont on ne pouvait que se souvenir, puisque à chaque fois qu'on le recommençait, c'était un nouvel événement, on peut réfléchir sur le même. Comment il est fait dans son mouvement, et non seulement on peut l'examiner en tant que tel, le radiographier, le retourner dans tous les sens, mais en plus de ça, en prime, on peut regarder quel effet il vous fait, c'est-à-dire on peut examiner comment on le perçoit, comment cet objet qui était temporel est devenu un objet définitivement un observable, et comment l'écoute devient elle-même aussi un observable. Naturellement, il faut de la technique pour ça. Et il faut des machines qui permettent cette opération absolument extravagante. Et naturellement, pour cela, il faut des scientifiques qui vont régler et qui vont inventer. Et ça a été un des domaines de ma recherche, qu'à partir de cela, essayer d'inciter des copains, des camarades techniciens ou capables de faire des machines qui permettent de faire bouger les éléments constituants de l'événement modulé, de telle façon que ça puisse s'ouvrir à des heuristiques compositionnelles. Parce qu'il me semble que dans un premier temps, quand on est submergé d'informations, il faut jouer, il faut faire comme un enfant, il faut voir comment ça marche, faire évoluer les nappes, étirer le phénomène, le contracter, en choisir des bouts que l'on met dans tous les sens, etc. Bon, ces outils heuristiques qui ont été élaborés
élaboré depuis. C'était une des réussites, je crois, de notre travail au GRM. M'ont fait, personnellement, m'ont beaucoup inspiré, et je pense qu'on est tout au début là d'un nouvel état des choses. Et je dirais pour finir que c'est bien heureux parce que, au fond, quand on regarde le début du XXe siècle, la fin du XIXe, début du XXe siècle, finalement, ce qu'on peut dire, c'est que la musique était en train de s'épuiser parce qu'elle se ressassait, elle restait à l'intérieur de son propre bassin de connaissances. Bon, le XXe siècle a changé tout ça, parce qu'il a fait arriver des quantités de modalités énergétiques, machines, moyens de transport, les chemins de fer, et puis bon, le télégraphe, le téléphone, le microphone, la caméra, la photographie, le cinéma, la radio, la télévision. Bon, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Et pour comprendre le tout, l'ordinateur, c'est-à-dire l'outil qui, avec une horloge à l'intérieur, permet de gérer des objets dynamiques, des objets qui bougent dans le temps, et de garder le tout et de voir et de les manipuler. Alors avec tous ces éléments-là, bien sûr, la musique était en train de s'épuiser par consanguinité, parce qu'elle restait à l'intérieur de son propre bassin de connaissances avec simplement des musiciens compétents et puis la compétence sur la compétence. Tout d'un coup, les portes sont ouvertes, et c'est là-dessus que je terminerai. Si on regarde le champ musical, la carte de géographie, avec les vents du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, j'observe que du nord, on va dire que le nord, ça reste toujours la musique, hein, et alors avec la grande compétence musicale, hein, mais est arrivé l'aléatoire avec Cage, est arrivé les calculs des probabilités avec Xenakis, est arrivé l'observation du son avec la radio et avec Schaeffer, c'est-à-dire des gens qui n'étaient pas très musiciens ont envahi le milieu musical et l'ont complètement rechargé d'énergie. Et ce qui est le plus étonnant, c'est que justement maintenant, tout ce champ de la musique que nous étudions, eh bien, il est devenu un champ ensemencé par des quantités d'autres apports, et ce qui fait que je pense que maintenant aucun compositeur ne peut se passer d'une acquaintance avec un outil scientifique qu'il a à apprendre aussi, parce que ça fera partie de son métier. Voilà, bon, succinctement, pardon d'avoir déjà pris trop de temps pour le dire. Mais Jean-Claude a sûrement va rebondir là-dessus. Ah ben, je ne vais pas beaucoup rebondir parce que je vais un peu botter en touche, parce que demain je vais parler longuement, donc oui. Mais je vais dire plus précisément ce que je pense un petit peu des théories scientifiques, et en particulier de celles qui sont importées directement dans le champ de la musique, alors que la recherche musicale, il y a plus de consanguinité, il y a plus de travail ensemble. Mais je voudrais juste, en tout cas, tirer parti de cette occasion pour rendre un bref hommage à David Wessel, qui est à mon avis une des personnes les plus importantes de cette recherche musicale, à la fois parce qu'il a contribué à féconder, à ensemencer sur le plan par exemple des outils pour l'improvisation, sur le plan de se passer l'information sur les spectres, sur le plan aussi de ce problème du temps dont a parlé Gérard Berry, mais aussi, et ça c'est moins connu peut-être, une des premières choses qu'il a fait à l'IRCAM, c'est utiliser l'ordinateur, l'analyse multidimensionnelle, dans un programme qui s'appelait Esquisse, de manière que chaque compositeur, avec un matériau déterminé, fasse la carte du timbre, ou la carte, si on peut dire, des différenciations qu'il fait dans ce matériau, mais sa propre carte, pas uniquement une carte statistique des auditeurs, pour voir lui-même comment les dimensions de différenciation apparaissent. Elles apparaissent non pas par un processus mathématique, mais par une décantation mathématique de ses propres jugements sur ce matériau, en comparant les matériaux. Ça, c'est une chose qui, à mon avis, est encore plein de potentiel pour l'avenir et qui a été un petit peu oublié, parce qu'à ce moment-là, à l'IRCAM, on a pensé au temps réel et à l'immédiateté de la réaction, et ça a un petit peu détourné l'attention. Voilà, alors pour l'instant, je ne vais peut-être pas en dire plus, puisqu'il y a d'autres intervenants, et qui en particulier sont déjà intervenus aujourd'hui, et donc je ne voudrais pas occuper plus longtemps. Mais il est certain que la recherche musicale n'a pas commencé à l'IRCAM, qu'elle se prolonge et qu'elle
qu'elle s'étend et de par le monde, mais c'est certain que la recherche musicale au GRM a été partie de ça et qu'elle continue. Demain, je vais utiliser des acousmographes, des acousmogrammes plutôt. Très bien. Voilà. Merci. Très, très brièvement, mais peut-être en reprenant la thématique de comment, de théorie, de structure de la nature formalisée par les sciences, ont influencé les formes musicales peut-être. Et je pense, on a discuté là un petit moment aussi avec Jean-Pierre, c'est aussi la métaphore qu'on dégrade souvent nous comme artistes. Oh, ça c'est métaphorique, c'est pas... je pense quand même Einstein par exemple, quand il a idéé sa première relativité restreinte, il a fait la métaphore lui-même pour comprendre l'événement qu'il décrivait de l'ascenseur, la personne qui tombe avec un ascenseur qui est coupé, le parallélisme entre la chute libre et la gravité, non, par exemple. Et je trouve quand même pour nous, comme artistes, on n'est pas scientifiques, on fait des métaphores à différents niveaux aussi. Et ces métaphores ne sont pas que de rapports subjectifs, mais parfois sont de vrais parallélismes de structure. Et je trouve que ces parallélismes structurels peut être qualifié de métaphore, bien sûr, mais surtout de parallélisme de modèle. Et ça, c'est... Modélisation, c'est autre chose. Modélisation, ça va au-delà de la métaphore purement textuelle, littéraire, on dirait. Mais il y a plein, je sais pas, c'est un thème ouvert. Hein, ici, dans le public aussi, il y a des gens que... Je pense que ça peut aller beaucoup plus loin, parce qu'il y a des métaphores qui sont anecdotiques, puis des métaphores qui sont beaucoup plus profondes. C'est assez rigolo, quand j'ai beaucoup aimé l'exposé sur le cristal et la fumée, et la question est de savoir si c'est une métaphore ou pas, et c'est pas du tout clair. Par exemple, il y a un exposé dans mon cours de 2009, il y a un séminaire qui est sur le web, de Yves Frégnac, sur les calculs qui se font quand on regarde quelque chose dans les systèmes V1, V2, c'est-à-dire des systèmes primitifs qui analysent des images. Et c'est assez intéressant parce que ce qu'il montre, c'est que suivant ce qu'on regarde, en particulier les textures, le son et la texture, ça a à voir. Hein, la texture, on est très sensible aux textures des habits, c'est pas par hasard. Ça rentre profondément dans notre système nerveux. Et ce qu'il montre, c'est que suivant les textures, la forme que prennent les calculs dans les réseaux qui sont là, sont des cristaux, des liquides ou des fumées. Et ça se voit en regardant l'influx nerveux, comment se propage-t-il dans ces espèces de grilles d'analyse de V1, V2. Et c'est intéressant d'aller voir ça, parce que là c'est juste du vrai, c'est pas de la métaphore. Alors, ça veut dire que la métaphore n'est pas forcément anecdotique, c'est-à-dire que comparer ça, parce que dans la biologie cellulaire, c'est un peu moins convaincant, mais dans la neuroscience, oui, parce que je pense que là où il peut y avoir des progrès majeurs dans la compréhension de la musique, c'est quand même dans la compréhension de ça, de ce qui se passe là-dedans, de qu'est-ce que c'est qu'écouter, de pourquoi nous sommes sensibles au rythme par construction. Il y a des processus fondamentaux, j'ai dit, il y a des horloges partout dans le cerveau, des horloges qui sont ajustables. Pourquoi est-ce que nous n'aimons pas la musique très régulière? Pourquoi nous avons besoin de distordre le temps pour aimer la musique? Pourquoi, on en parlait à midi, pourquoi est-ce que nous avons besoin de gratifier l'attention par le délai, de faire attendre? Et par exemple, les bluesmen sont évidemment, ils vivent de ça. Donc ça, c'est des structures qui sont profondément dans le cerveau. Alors ce qui change au niveau scientifique, c'est qu'avant, tout ça était des métaphores, mais maintenant on peut les voir. Et je vous ai dit que notre modèle, par exemple, c'est quelque chose qui m'intéresse prodigieusement. Pour l'instant, c'est une analogie, mais on va voir. Notre modèle, c'était de dire qu'on va faire des cycles, fondamentalement, on va faire des calculs instantanés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va essayer de supprimer les interférences entre les entrées-sorties des capteurs, des actionnaires et tout, et le calcul. Donc ce qui complique très très sensiblement la plupart des systèmes, c'est qu'ils n'arrêtent pas d'interférer entre deux temps, je ne l'ai pas dit assez bien, le temps propre de l'ordinateur, qui n'a rien à voir avec la musique, et le temps de la musique. Mais c'est l'interférence entre ces deux temps qui est très importante. Nous, notre idée, ça a été de supprimer cette interférence. Et alors, il y a un bouquin absolument merveilleux qui vient de sortir de Stanislas Dehaene, qui s'appelle... alors, je connais son titre anglais, j'ai lu en anglais, Consciousness and the Brain, mais enfin il a étudié le problème du passage de l'information de l'inconscient au conscient, et ce qu'il montre, c'est que c'est ça qui se passe.
C'est-à-dire qu'on a des capteurs et que tout d'un coup, quand ces capteurs vont, quand une information va être assez pertinente, bon ça peut se définir, tout d'un coup se fait une grande vague dans le cerveau qui submerge l'ensemble du cerveau et que se fait une intégration des informations dans l'ensemble du cerveau d'un seul coup. C'est-à-dire que cette idée qu'on va... et qu'à ce moment-là, les capteurs sont bloqués. C'est-à-dire que le cerveau ne veut pas intégrer des informations mobiles. Il va les intégrer quand elles sont... Il va les stabiliser pour les intégrer. Il ne veut pas, quand il est dans son processus d'intégration, que tout change tout le temps. Ça, c'est peut-être aussi relié à la notion fondamentale de cycle à l'intérieur de la musique, c'est peut-être lié à la façon dont bosse notre cerveau. Donc ça, je pense que ces études-là, parce qu'on commence à voir maintenant, dans ces études-là, on peut attendre énormément de choses, c'est-à-dire que si on comprend davantage comment on perçoit la musique, ça peut donner des perspectives... évidemment, les musiciens jouent beaucoup sur les distorsions de perception de la musique qu'on a, bien entendu. Ça peut donner des choses extraordinaires. Et là, maintenant, les neurosciences commencent, parce qu'il n'y a pas longtemps qu'on peut les voir. Avant, on en causait, maintenant, c'est un peu plus sérieux. Donc, le bouquin sur la conscience, il est assez fantastique. En particulier, il montre la différence entre les choses subliminales. Il y a plein de choses subliminales dans la musique, ça c'est complètement clair, et des choses conscientes. Et le passage de l'un à l'autre, c'est extraordinaire. Bon, c'est pas la première fois que Dehaene fait un bouquin extraordinaire, mais là, c'est assez exceptionnel. Donc ça, je pense que c'est... Là, on va peut-être pouvoir dépasser le stade de la métaphore, parce que si on comprend mieux comment on marche là-dedans, on comprendra peut-être pourquoi les métaphores marchent. Et pourquoi on aime la musique, c'est vraiment une bonne question, quoi. Scientifique. Pas que scientifique. Non, pas que scientifique, mais je veux dire, la poser scientifiquement, on n'est pas idiot. On n'est pas forcé de la poser scientifiquement. Heureusement qu'on n'attend pas de la résolution scientifique pour faire ça, de la c'est musique. l'évolution, la biologie qui explique, c'est-à-dire la sélection naturelle qui nous explique pourquoi on est comme ça. Non, mais ça, c'est pas une... On peut répondre ça pour tout. Donc il n'y a pas forcément d'information dans une réponse comme ça. Il faut comprendre le mécanisme. Les petits mécanismes. Les petits mécanismes. Oui, c'est bien plus intéressant que les grands. Oui, c'est ça. Parce que c'est l'évolution, c'est sûr. Ce qui est intéressant, c'est de voir que le phénomène musical n'est pas propre à une culture, à une filiation, il est réellement universel et donc lié à la nature même de ce qu'est Homo sapiens, c'est dans son rapport au son, aux vibrations, ce genre de choses. Voilà. Moi, j'ai beaucoup parlé ce matin, donc je ne vais pas non plus m'étendre. Je voudrais juste revenir sur ce que disait très justement François Bayle, c'est qu'aujourd'hui, un créateur authentique ne peut plus rester, ne peut pas être à l'écart de ce que nous cherchons dans mon laboratoire, de l'évolution des théories scientifiques, et ce n'est quand même qu'un juste retour des choses. J'ai rappelé au début dans la partie historique que pendant très longtemps, la musique était liée intimement à l'arithmétique, à la géométrie et à l'astronomie. Donc c'était un corpus, le fameux quadrivium, mais donc il n'y avait absolument pas de divorce entre la science et la technique et le reste de la culture. Ce divorce, vous savez, donc, il a commencé à s'introduire au siècle des Lumières, puis après avec la période positiviste, qui a représenté tout de même une étape aussi nécessaire un petit peu également dans l'évolution des sciences, dans le réductionnisme, etc., que l'on critique beaucoup. Il a bien fallu aussi passer par ce stade-là. Et bon, aujourd'hui, c'est naturel qu'au XXe siècle, à nouveau, les grandes théories dont j'ai parlé, d'abord au début du XXe siècle, relativité générale, physique quantique, puis théorie du chaos, théorie des catastrophes, etc., fécondent à nouveau l'imaginaire des créateurs dans toutes les disciplines, donc en particulier dans la musique, et plus encore au XXIe siècle. Ces théories qui sont encore en construction, dont on a légèrement évoqué ce matin, des théories très compliquées, supersymétrie, théorie des string théorie, le quantum gravity, etc., commencent aussi à féconder l'inspiration des artistes. C'est vraiment une très très bonne chose. On peut appeler ça, sans être trop naïf non plus, une nouvelle alliance. Et ça me permet, je couperai là-dessus, ça me renvoie à un très beau souvenir. Nouvelle Alliance, vous savez, c'est sans doute un ouvrage de Prigogine et Stengers, qui date des années 1980, je crois, quelque chose comme ça, et qui justement faisait étape, entre autres, de ce nouveau fait culturel important. On retrouvait enfin des passerelles entre la science et la technique, qui ne sont pas des sciences dures et froides avec le reste de la pratique culturelle et artistique. Et le souvenir que j'ai, c'est un merveilleux colloque qui avait été organisé par Prigogine à la Fondation des Treilles, dans le Var, un lieu absolument merveilleux, où l'on se réunit de façon pluridisciplinaire pour discuter de différents sujets. J'avais eu la chance d'être
d'être invité dans ce colloque. Donc outre Prigogine, le physicien, moi-même physicien qui avait parlé. Donc le sujet c'était les temporalités en physique et en musique. On parlait beaucoup d'aspects, c'était un peu moins porté sur l'informatique, mais on parlait beaucoup de cette notion de temps discontinu, temps continu, linéaire, non linéaire, etc. C'était un colloque merveilleux parce que c'était un dialogue extrêmement fructueux qui avait duré toute une semaine. Donc je me souviens, il y avait Claude Elfer qui à chaque fois qu'on parlait de quelque chose, il allait nous illustrer ça avec sur le magnifique piano Rosenhofer qui était dans la salle où nous faisions notre conférence. Il y avait André Bogourachiev, c'est à ce moment-là où j'ai eu le plaisir de faire sa connaissance. Il y avait un extraordinaire saxophoniste de jazz très connu dans Portal. Le nom m'échappe. Non, un saxophoniste, pas un clarinettiste de jazz qui nous avait fait un exposé absolument fascinant sur justement la modification du temps intérieur du musicien de jazz sous l'effet des psychotropes. Et donc évidemment ça avait créé le phénomène du free jazz. Il expliquait pourquoi quand on commence à écouter Albert Ayler ou John Coltrane, on a un temps musical complètement différent. Et lui-même a expérimenté cela, puis après il faisait des improvisations sur le chant des cigales, enfin tout un ensemble de choses. C'est un merveilleux souvenir, et qui ça me rappelle simplement, il y a effectivement beaucoup de choses et beaucoup d'interactions très très belles à faire entre les chercheurs scientifiques et puis les créateurs. Les musiciens qui créent de la musique, ils ont des auditeurs qui écoutent cette musique, et après, est-ce que ces auditeurs, ils ne sont pas un petit peu transformés dans leur esprit et peut-être plus perméables à la science, à la nouvelle science, alors que peut-être ils comprennent rien du tout, ils sont un peu figés dans des vieux schémas scolaires. Est-ce que cette musique ne peut pas justement susciter aussi des vocations scientifiques? À ce niveau-là, je peux répondre par rapport à mon expérience avec Lisa Randa, la physicienne de Harvard, de la 5e dimension. Elle était très intéressée au projet, surtout au début, m'a dit, aussi parce qu'elle croyait que sa théorie, la musique ne peut pas expliquer bien sûr en théorie, mais c'était un outil aussi pour elle pour pénétrer dans des domaines que bien sûr n'avaient rien à voir. Mais finalement, c'était plutôt une expérience joyeuse de mettre en commun de dimensions différentes. Mais je pense que oui, sans doute. Oui, je peux commenter un petit peu là-dessus, parce que j'ai aussi cette double pratique, musicale, de façon très amateur évidemment. Mais il y a deux choses. La première, c'est que vous avez beaucoup, effectivement, de physiciens, beaucoup en physique théorique, et de mathématiciens qui sont des mélomanes. Certains excellents également, musiciens amateurs, etc. Ce qui montre bien qu'il y a quelques connivences dans les structures du cerveau entre ces différentes pratiques. Mais très généralement, je pense qu'avoir une grande culture artistique et une grande sensibilité artistique ne peut qu'augmenter la créativité du chercheur. Alors, ce n'est pas une influence directe, ce n'est pas une œuvre musicale qui va nous donner l'idée d'un nouvel modèle d'univers ou de ce qui se passe dans notre monde, bien entendu. Ce sont des choses plus diffuses, plus secrètes, plus souterraines, mais peut-être finalement à la longue plus intéressantes. Il y a aussi le culte, on en parle beaucoup, une sorte de culte d'une forme d'esthétique dans l'élaboration même des modèles scientifiques. On en arrive à parler de beauté ou d'harmonie. L'harmonie d'espère, on en parlait ce matin. C'est peut-être une illusion, mais quelque part, cette illusion, une forme d'élégance dans la formulation de nos modèles, nous fait avancer dans cette démarche-là. Et je pense qu'être imprégné pendant toute sa vie de la beauté qu'il y a dans les œuvres musicales, aller visiter les expositions des grands chefs-d'œuvre d'art, etc., nourrit constamment cet imaginaire et cette démarche esthétique. Et je pense qu'effectivement, ça ne peut être que bénéfique à notre pratique. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui peut avoir un impact absolument direct. Justement, c'est ce qui se passe sur Montesquieu. Pourquoi? Parce que c'est lié à l'apprentissage de la musique aussi. Et par exemple, moi, j'ai joué longtemps de la flûte à bec, et le problème, c'est d'avoir un clavecin. C'est très facile à trouver, des clavecinistes, comme chacun sait. Et donc, au bout d'un moment, j'ai arrêté. Là, je peux avoir un clavecin chez moi maintenant avec ça.
Et un clavecin qui va me permettre de jouer les morceaux rapides que j'arrive pas à jouer à la bonne vitesse, à l'allure où je vais la jouer. Alors, ça c'est important parce que ça fournit un outil pour faire de la musique, pour apprendre la musique, modestement. Mais qu'est-ce que c'est la démarche scientifique? C'est des gens qui, quand ils ont un outil, se disent « mais comment ça marche ?» D'accord? C'est ça la démarche scientifique. Et les scientifiques, on les reconnaît au fait qu'ils ne sont jamais contents de pas savoir comment ça marche. Quelque chose d'astronome, il veut absolument. Il y a des tas de gens qui regardent le ciel en n'ayant absolument pas envie de savoir comment ça marche. Ils sont très respectables, mais les scientifiques, on les reconnaît à ça. Et ben, par exemple, quelqu'un qui apprend la musique avec un truc comme Antescofo qui lui permet de jouer des parties rapides de plus en plus vite avec l'orchestre à la maison. Ça peut être très intéressant pour l'apprentissage, mais si des gens se demandent comment ça marche, l'intérieur de ces bêtes-là, scientifiquement, c'est absolument merveilleux. Donc ça peut être utilisé absolument pour ça aussi. Donc ça, je pense que c'est très bien. C'est des outils qui sont finalement relativement anodins d'un point de vue musical, peuvent être très intéressants comme porte d'entrée sur des sciences qui ne sont pas classiques. Par exemple, comment le système il fait pour savoir à quelle vitesse je joue. Ça occupe, hein. Je voudrais vous parler de la possibilité de l'incidence des idées sociales, sociétales, sur les créateurs d'une époque. Alors je voudrais vous demander d'abord si vous pensez qu'aujourd'hui, il y a une idée générale qui impressionne, qui impressionne les compositeurs, et si, par exemple, dans le surréalisme, etc., il y avait une autre idée philosophique, sociétale, et laquelle ? Il me semble simplement qu'il y avait très clairement chez Schoenberg une notion d'égalité qui était apparente. Aussi dans l'introduction du bruit dans la musique, il y avait tout d'un coup une espèce de libération d'un ordre venu du haut, quelque chose comme ça, me semble-t-il. Non, mais il y a d'autres choses plus récentes peut-être, mais alors là, ça me paraît moins... Moi, je n'ai pas d'idée dans l'immédiat là, je sais pas. J'ai une idée, un élément, donc c'est une petite chose, mais pour moi c'est significatif. Il y a 2 semaines, j'ai fait une petite présentation d'une œuvre de Hugues Dufour dans un colloque à Angers. L'œuvre s'intitule Le cyprès blanc. Le cyprès blanc. Et l'histoire de l'œuvre vient de très très loin. Dufour explique que l'inspiration venait d'une lamelle orphique du 7e siècle avant Christ et toute la pensée d'orphique ou orphisme derrière. Donc là, je n'entre pas dans les détails, mais ce que je voulais dire, c'est que vous savez peut-être, Hugues Dufour essaye de relier le social avec la forme musicale et à la fin de l'une de ses présentations, parce qu'il a écrit plusieurs notices ou plusieurs présentations de son œuvre, et à la fin d'une des présentations, il dit une chose absolument incroyable, c'est que la pièce, parce que c'est une œuvre spectrale, entre guillemets, de 2004, et il explique le rapport entre le alto, l'instrument l'alto, et l'orchestre. Et le rapport est absolument contraire à tout ce qui a été fait dans les concertos de toute l'histoire de la musique. C'est ce qu'il voulait. Donc il voulait faire un rapport absolument inversé. Il termine sa présentation en disant que l'œuvre correspond à ce que dans notre société nous vivons, c'est-à-dire exprimer l'incommunication. C'est l'incommunication qui est en jeu dans la forme de la pièce et dans la texture de la pièce. Donc ça, sur les phénomènes d'alliance, donc notamment, je parlais d'alliance entre les sciences et la musique. Alors je me trompe peut-être, mais il m'a semblé que si on prend un exemple scientifique dans les mathématiques, que lors de la découverte de Fermat, le mathématicien qui l'avait fait, de ce que j'ai lu, il était resté dans le champ mathématique. C'est-à-dire qu'il me semble qu'il n'a pas fait... Il a essayé de résoudre un problème qui datait de 350 ans. Il m'a semblé que là, il n'a pas fait appel à l'extérieur. Il a une stratégie bien à lui, mais il est resté dans le champ mathématique. Par contre, il a pris des piliers, il a fait des passerelles entre des piliers à l'intérieur. Peut-être des mathématiques. Donc je voulais savoir, est-ce qu'il n'y a pas par moment une problématique qui pourrait être celle de la musique ou celle de la physique, dans laquelle il ne faut pas trop aller voir ailleurs, mais il faut rester au sein de son domaine pour une tentative, disons, de réorganiser autrement. Donc, je me demandais
la musique non plus n'était pas là. Moi j'ai entendu des présentations sur Debussy, et des présentations complètement très nouvelles par rapport à ce qu'on avait, ce qu'on pouvait entendre. Donc on voit bien que la musique déjà en elle-même, même la musique qui date du début du XXe siècle, comme celle de Debussy, elle a encore énormément de choses à dire. J'ai fait un colloque, il m'a semblé que la question c'était, il y avait toujours une énigme de Debussy, donc il y a une énigme non résolue. Donc voilà, c'était pour ce jeu d'aller de temps en temps voir ailleurs, ce jeu de ne pas écouter, puis ce jeu d'Ulysse, où j'ai toujours cette image navigant, attaché, le chant des sirènes, dont de temps en temps on fait un peu attention. Moi, je voulais juste demander, j'ai demandé à François si je peux intervenir brièvement à propos de Fermat. Fermat a pensé démontrer son théorème, on n'en est pas sûr. Et beaucoup de gens doutent qu'il l'ait démontré en restant dans le champ des mathématiques, de l'arithmétique, parce qu'on ne voit vraiment pas comment il aurait pu faire. Et on a démontré récemment le théorème de Fermat. Il se trouve que je connais bien Yves Elgouarch, qui était un mathématicien qui incidemment n'est jamais allé au lycée, il est allé au conservatoire, et ça lui a donné une formation beaucoup moins disciplinaire, et il a donné la voie pour démontrer le théorème de Fermat en transposant ce problème d'arithmétique dans la géométrie algébrique. Et ce qui lui a donné l'intuition de la voie, il dit, si le théorème de Fermat n'était pas vrai, on pourrait construire des courbes algébriques aux propriétés tellement merveilleuses que c'est pas possible. Et c'est cette voie qui a été suivie. Il y a eu les courbes d'Elgouarch qui ont trouvé en 70, que Frey a repris en 78, etc. Donc, autrement dit, je pense qu'au contraire, il fallait peut-être sortir de ce champ des mathématiques pures par cette vision artistique, et puis certainement aussi par le dépassement des disciplines mathématiques. Bon, c'est tout ce que je voulais dire, mais c'est sur la question plus générale, enfin, je ne sais pas. Oui, il faut de temps en temps sortir du champ étroit qui forme une discipline dure, et qui bute, où se trouvent des butoirs tout d'un coup. Eh bien, il y a un moment où il faut casser le vase de Soissons pour pouvoir avancer. Et d'ailleurs, je pense que c'est un petit peu ce qui se passe avec la musique, lorsque au XXe siècle, il nous arrive, par ce merveilleux hasard, les machines qui permettent de capter le son. Et finalement, de renvoyer le son à domicile, décontexté, c'est-à-dire débrayé du temps, débrayé de l'espace, et néanmoins audible et crédible. Alors on entend une symphonie à la maison. Cette symphonie n'est ni là ni maintenant. C'est pas maintenant qu'elle est jouée, parce que c'est il y a longtemps. Elle n'est pas là. Mais par contre, la seule qui est là et maintenant, c'est celui qui l'écoute. Et donc, il y a un phénomène tout à fait extraordinaire de réactualisation à partir d'une trace modulée d'un événement qui, sans science, sans objet scientifique, n'aurait jamais pu se produire. Donc, c'est un nouveau réel, c'est une nouvelle manière d'explorer le réel. Non seulement le réel tout cru, concret, mais ce que l'on en ressent, c'est-à-dire comment on perçoit dans de nouvelles conditions de perception. Donc c'est l'aventure que j'appelle, moi, l'aventure du total sonore. Parce que la musique, jusqu'à maintenant, c'était la musique des événements rares et octavians. Et il y avait un filtre sur des sons sélectionnés avec une organologie appropriée, des interprètes qui ont 20 ans d'exercice pour dominer leurs instruments, etc. etc. Un énorme niveau de compétence, aussi bien dans l'exécution que dans les outils de l'exécution. C'est-à-dire, donc, c'est finalement une espèce de pointe de pyramide. Il y a un moment où cette pointe de pyramide, on en a fait le tour et on ne sait plus quoi en dire, parce qu'elle est tellement étroite et élevée et pointue que quelque chose, tout d'un coup, fait effet de limite. Et lorsque tout d'un coup, on s'aperçoit que on peut basculer tout à fait de l'autre côté et faire de la même façon l'aventure qui est arrivée avec la vue, avec les photographes, ce qui a modifié complètement
le travail du peintre, avec le cinématographe, ce qui a complètement transformé à la fois le problème de l'écriture d'un scénario, d'un script, l'écriture tout court, le théâtre évidemment, le jeu de l'acteur, etc. Bon. Et c'est exactement ce qui arrive aussi dans le champ musical. Tout d'un coup, que faire et comment, tout d'un coup, musiquer le total sonore? Si vous mettez un micro dans n'importe quel espace, le micro enregistre très facilement tous les événements qui se sont produits dans son périmètre. Ça, le micro sait le faire. Par contre, ce que nous savons beaucoup moins bien faire, c'est écouter cet enregistrement et savoir en tirer quelque chose, c'est-à-dire savoir quels sont les différents niveaux de phénomènes qui sont entendus, l'interpréter soit en tant que tel de la façon la plus triviale qui soit l'interpréter déjà d'une manière plus distanciée en termes de flux, en termes de phénomènes énergétiques qui s'écoulent dans une certaine directivité, qui sont contrariés par des autres événements qui forment filtre, etc., qui sont contournés, dépassés, transformés, tourbillonnés, etc. Et à ce moment-là, plus on s'éloigne, plus on retrouve d'ailleurs à un niveau artistique de création, et c'est le nouveau chantier. Le nouveau chantier qui a en élément premier le total sonore, et avec son deuxième étage, le total sonore, le total perçu, la manière dont la perception fonctionne à partir du total sonore. Voilà le chantier. Et à ce moment-là, je pense qu'on retrouve le sociétal parce que finalement, qu'est-ce que le public, c'est-à-dire, il n'y a pas de différence. Le public, les artistes, ce sont des êtres humains, c'est les mêmes. Hein, ce sont les mêmes. Qu'est-ce qu'on a envie de savoir? Qu'est-ce qui nous intéresse? Qu'est-ce qui nous passionne? C'est comment fonctionne l'existence, comment va le vent, comment vont les tempêtes et les émeutes et les accords et les dissensions, comment fonctionnent les phénomènes massiques, comment fonctionnent les phénomènes individuels, les prises de parole, les prises de courage, les refus, les ruptures. C'est l'histoire des œuvres, ça. C'est l'histoire aussi bien, c'est le thème des peintres, des cinéastes, des compositeurs. Il s'agit pour un artiste d'expliquer l'époque, de la devancer, de la traduire et finalement de faire passer la difficulté, de faire que les difficultés soient franchies par des passerelles, etc. Oui, bonjour, je m'appelle Dominique Besson. J'étais très intéressée par ce que vous avez dit sur votre travail, ce que vous avez dit sur le temps. Et je suis constamment confrontée à des problématiques de temps, dans la mesure où je travaille depuis 13 années maintenant sur un objet encore peu connu qu'on appelle la projection audio-photographique, qui mêle une image fixée, comme le son a été fixé sur support, qui propose de fabriquer un nouvel objet avec d'une part une image fixée et d'autre part une musique sur support destinée à être projetée. Cette image fixée échappe à son cadre, elle devient travaillée avec un avant et un après, elle est confrontée sans cesse à une problématique d'écriture temporelle qui fait qu'elle devient projection sur grand écran, sur multiples écrans. Et le travail du compositeur dans ce contexte-là ne consiste pas en aucune manière à illustrer ou à même ne serait-ce que créer une métaphore. Le travail du compositeur consiste à donner du temps à la multiplicité des images pour que ces images arrivent à pénétrer jusqu'à la conscience dans la multiplicité, dans le trop-plein des images des gens qui les rencontrent. Et ce faisant, pendant 13 années, j'ai été confrontée à des problématiques de temps très particulières. Je peux en citer quelques-unes qui n'ont pas donné lieu du tout à des réflexions, mais par exemple, à la galerie de Chaillot, dans le cadre de l'exposition Access to Life, qui était dédiée à la problématique du sida, nous avions des photographies absolument dramatiques, terribles, avec 5 immenses écrans. 2 jours avant la présentation,
le travail du montage est avéré être un peu trop rapide. Ce qui faisait que le sujet qui était dramatique, d'un seul coup, s'était transformé en une espèce de light show publicitaire absolument inconvenant. C'est, je dis bien, par le travail sonore uniquement, par le réglage des boucles, le réglage en changeant légèrement tous les paramètres d'apparition des objets sonores, que j'ai pu répondre à cette difficulté. À l'heure H, quand on a donné la projection, il n'y avait plus cette sensation de light show. Donc, c'est pas dans ces contextes-là où nous ne sommes pas dans essayer de voir comment est-ce qu'un procédé mathématique va pouvoir rendre compte de métaphores, mais comment la musique, par non-consanguinité, justement comme disait François, sortant de ses problématiques usuelles, quand elle est confrontée à des problématiques de temps qui sont par exemple de l'ordre de la production de photographie, comment est-ce qu'elle fonctionne et comment nous arrivons à des nouvelles formes et à des nouvelles ossatures pour la composition. Est-ce que vous avez, vous, dans votre laboratoire, eu des personnes qui sont venues vous voir pour vous parler de ces expériences temporelles si singulières et si nouvelles, qui sont en train de sortir partout dans les écritures politiques? Alors, oui, alors ça c'est une question qui m'a toujours un peu fasciné. Dans mon cours de l'année dernière, j'avais demandé à Patrick Flandrin, qui est un traiteur de signal, mathématicien très très fort, un académicien qui est à Lyon, à l'ENS Lyon. Je lui ai demandé de faire un exposé sur quelque chose qui se rapproche un peu, mais je vais revenir après à la vraie question, qui m'a toujours très intrigué. Moi je suis photographe, et la question que je lui posais c'était, peut-on prendre une photo d'un son ? C'est une question qui m'a toujours fasciné. Moi je disais, c'est très embêtant parce que je fais de la photographie, mais je n'ai pas le son du moment de la photographie. Donc ça a toujours intrigué. Alors, quelque part, on se dit la question n'a pas de sens, mais elle a un sens. Elle a un sens, et en musique, c'est même une question absolument clé. Parce qu'on dit, par exemple, cette note est un La. Donc on suppose que, on parle de note, donc on parle presque pas d'épaisseur, et on va dire un son qui a presque pas d'épaisseur a une fréquence. Est-ce que c'est vrai? La réponse est non. Alors lui, il l'a dit, il a pas, mon titre, il l'a trouvé un peu trop gonflé, plutôt prendre une photo d'un son, donc il l'a changé en un truc un peu plus scientifique, ce que j'ai trouvé dommage. Il a dit, une fréquence peut-elle être instantanée? Ce qui est scientifiquement plus juste, mais métaphoriquement moins rigolo. Alors la réponse est non, et il y a une inégalité de Schrödinger très fondamentale entre le son et le temps, qui fait qu'on ne peut pas prendre une photo d'un son. Un son instantané ne peut pas avoir de fréquence. La fréquence, quand on fait une analyse de fréquence d'un son, on prend par exemple un son sur 5 secondes, on fait une analyse de fréquence, mais quand on fait l'analyse de fréquence, on perd l'intégralité du temps. Donc on a soit le temps, soit la fréquence, il y a un échange entre les deux, et il y a une incertitude de Schrödinger fondamentale qui dit qu'on ne peut pas avoir les deux en même temps. Donc, alors c'est assez intéressant parce que moi je me disais, mais au moment où j'ai pris cette photo, j'avais une émotion musicale, une émotion sensorielle du son, que j'aimerais bien retrouver. Donc c'était ça la question, ou produire après. Alors, donc bon, c'est très technique l'exposé, mais l'exposé est tout à fait fantastique parce qu'il montre que c'est exactement comme ça que les chauves-souris attrapent leur proie. Et il y a une analyse de la chauve-souris visant son moustique, et c'est complètement sonore, c'est pas du tout visuel parce qu'elle ne voit rien. Donc comment est-ce qu'elle voit un moustique et qu'elle fonde dessus? C'est par des transformations extraordinaires, mathématiquement extraordinaires du son, et qui sont complètement non triviales. Donc ça c'est le point 1. Le point 2, c'est, et qui est relié, alors je pensais qu'il avait un lien, mais c'est pas vrai, justement, parce qu'on ne peut pas prendre une photo d'un son. Le point 2, c'est comment illustrer une exposition de photos par un son. Alors c'est encore plus compliqué, parce qu'une projection encore, déjà on va projeter des images, on maîtrise le temps de la projection. Quand on est dans une exposition photo, on ne maîtrise pas la personne qui va voir cette exposition photo. Mais ça rejoint encore une fois les problèmes de neurosciences qui sont extrêmement subtils. C'est quel est le rapport entre l'audition et la vision. Pour montrer qu'ils sont subtils, il y en a un qui est très intéressant, c'est la gestion du temps, et ça c'est la gestion du temps dans le cerveau. Alors moi j'essaie toujours de faire causer des gens comme ça. Il y a Virginie von Wassenhol qui a parlé de ça l'année dernière. Et il y a quelque chose qui est déjà très mystérieux qu'on ne comprend pas.
c'est que quand on entend et quand on voit, c'est dans le cerveau, c'est des trajets extraordinairement différents. Et à un moment, ils se coordonnent. Exactement. Ils se coordonnent, c'est-à-dire quand on regarde quelqu'un qui parle, on voit le synchronisme entre les lèvres et le son. Or, les trajets du son et de la vision n'ont pas du tout le même temps dans le cerveau. Donc il y a des mécanismes qui retardent l'audition pour la faire marcher sur la vision. Ces mécanismes ne sont pas du tout compris à l'heure actuelle, mais c'est très rigolo. Donc là, c'est un problème de neurosciences extrêmement intéressant. Qu'est-ce qui se passe quand on... et artistique aussi, qu'est-ce qui se passe quand on essaye de mélanger le son? Alors, en général, quand on le fait, c'est la vision qui est dominante. C'est-à-dire, par exemple, dans les films, évidemment, c'est un problème sérieux pour la musique de film. Hitchcock, on a beaucoup parlé, les musiques d'Hitchcock. Les musiques d'Hitchcock sont secondaires. C'est-à-dire, si on les écoute, si on enlève les images et qu'on les écoute toutes seules, bon, c'est un peu moyen, mais avec les images, c'est assez fantastique. Elles sont très bien faites. Et donc, elles sont très bien faites, mais pour l'image. Oui, bien sûr. C'est l'image qui est dominante. Quand on veut mettre l'image et le son à égalité, c'est un problème largement ouvert. Alors quand on prend, comme dans la musique il y a le temps et que dans le cinéma il y a le temps, c'est bien, mais la photo on a enlevé le temps. J'ai aucune idée de comment résoudre ce problème, mais c'est un problème hyper intéressant, mais même au niveau neurosciences. Hein, il y a beaucoup de phénomènes qui se passent. Est-ce que je pourrais avoir le micro? Juste, je vais rajouter deux, trois petites illustrations. Bon, en ce qui concerne la mise en son d'une exposition, on a des phénomènes de synchronicité qui sont dus aussi à l'émotion, qui sont dus au propos de la musique. C'est très personnel. On crée des espaces immersifs en réalité. Des espaces en 8 points ou en 16 points. Le but est de vraiment créer un écrin, un espace déambulatoire confortable et aussi très sensible. Mais en ce qui concerne le travail proprement de la production audio-photographique, ce qui se passe, c'est que c'est comme si, dans la matière sonore elle-même, dans ses scintillements, dans son grain, dans son flux, dans son organisation temporelle, dans sa matérialité, etc., elle va, cette matière sonore, très bizarrement éclairer par moments tel aspect de la photographie. C'est-à-dire, c'est comme si vous aviez une petite lanterne magique qui se déplace, si vous voulez, qui va se déplacer dans l'image et qui va poser le regard sur tel et tel phénomène de l'image. Par exemple, j'en parlais avec deux personnes, avec Laurent qui est Potier tout à l'heure. Je disais, pour l'exposition, par exemple, de Xavier Barral sur la planète Mars, vous avez vu ces clichés. Non, j'ai pas vu ça. Donc, ce sont des clichés qui ont été pris par la NASA sur la planète Mars. Donc, ce sont des photographies d'une beauté pratiquement abstraite, mais qui ne traitent que du grain. Ce sont vraiment que des textures. Donc cette exposition a donné lieu à une projection sur 5 écrans géants à Arles en 2013. Et le propos d'Olivier Quétien, qui avait fait à ce moment-là la mise en image de ces photographies, c'était de créer une évolution très très lente, presque imperceptible, d'un écran sur l'autre, ou très très légèrement quelque chose bouge. C'était pratiquement imperceptible visuellement, on ne le voyait pas. C'est le travail de composition qui a permis, si vous voulez, d'allumer, je dirais bien comme des petits spots, ces micro-phénomènes de l'image qui étaient presque secrets, de l'ordre du secret. Mais il y a un cas comme ça qui m'a toujours fasciné, c'est le camion de Marguerite Duras, où c'est presque une photo, donc elle filme un camion qui avance et c'est sur les Diabelli. Et c'est un effet tout à fait extraordinaire, c'est-à-dire, c'est presque une photo, c'est-à-dire c'est un film, mais c'est un film photo. C'est un camion qui reste au centre de la photo et tout, et sur les Diabelli, et ça fait un effet tout à fait extraordinaire. Enfin, pour ceux qui aiment, je suis pas sûr que tout le monde aime, mais j'ai trouvé que c'était tout à fait extraordinaire. Et c'est une liaison, justement, son-image, qui met les deux en valeur mutuellement, qui est très étonnante. Mais j'ai pas vu ça souvent, moi. C'est dans quoi? C'est dans quel Dans le camion. Le camion où il y a des Diabelli. Bon, les Diabelli, on les connaît, et même quand on les connaît, à chaque fois qu'on les écoute, ça fait quelque chose. Et c'est un camion, et ça va merveilleusement ensemble, et ils s'entraident mutuellement de façon tout à fait extraordinaire. Ça m'avait frappé, mais c'est pas fréquent ça. C'est-à-dire que la photographie et la musique vraiment se gonflent mutuellement là. Pardon, peut-être pour une dernière question, pour que
j'interpelle notre ami qui parle anglais. Donc j'ai pensé aussi à une autre problématique, mais là on ne va pas effleurer, donc on ne va pas entrer dedans, mais peut-être demain. Donc demain aussi, si on garde le programme selon le chronomètre, on peut peut-être ouvrir encore un débat, parce qu'il y a une autre question que je me pose, ou d'autres peuvent poser évidemment, c'est que est-ce qu'un compositeur qui utilise les théories scientifiques, est-ce qu'il doit être scientifique lui-même? Donc il y a ici dans la salle une ou deux personnes qui sont compétentes pour y répondre, mais je vais juste, interpeller notre compositeur italien. I am speaking about the question if a composer uses a scientific theorist, is he obliged to be a scientific himself? Okay. Thank you. I mean, it depends on the approach a composer would like to have to the science, in the sense that for me, I mean, I'm not a physicist, of course, but I read many books, so I know what they're doing right now. And to me, it's not important to make a transcription of what the physics is saying about the world we are living in. I would like just to keep the ideas and to transform this idea in musical ideas, in the sense that to me science is a source for inspiration, and I don't want to make to directly apply the mathematics or the physics formulas to music. I would like just to keep the ideas that the science is giving to me, and find within these ideas something which can work in terms of music. So that's why I try to have this type of continuity with the physics. In terms of source of inspiration. So I really don't believe that, if a composer is a scientist himself or herself, of course he can have this type of approach which is more direct. But I'm not sure it's so necessary in order to have a product which is valid in terms of art. Permettez-moi de dire que je ne pense pas qu'il faille du tout qu'un compositeur soit autre chose qu'un compositeur. Sinon, il va perdre sa vie, son âme, et il va être à côté de ses pompes tout le temps. Par contre, être ouvert, c'est-à-dire être un compositeur plus, c'est ce qu'on demande aussi à un scientifique, c'est d'être un scientifique plus. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'être jamais enfermé dans sa technicité. Il faut ouvrir les fenêtres, tout en restant évidemment dans son domaine. Merci beaucoup. Je pense que ce sont des très belles paroles de clôture. Et j'espère qu'on va pouvoir continuer demain. Quelqu'un qui veut comprendre le théorème de Fermat, qui dit pas que je vois pour avis, hein. Quelqu'un qui veut comprendre.